livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, je suis contente d'abord de vous dire que je m'appelle Clotilde Sey et que Clotilde Sey, elle a une page Facebook qui est consacrée à des livres plein les oreilles. Je trouve que c'est encore très très utile à cela et il y a beaucoup de monde qui ont réagi à la diffusion du premier épisode de ce podcast qui avait pris une petite pause pendant l'été et qui est maintenant revenu cet automne. Et bien, vous étiez vraiment très nombreux à me témoigner de votre fidélité. Et voilà, alors je vous remercie beaucoup et je continuerai tout le temps aussi à vous dire non seulement d'écouter cette émission-là via notamment Facebook, mais aussi via Canal M, via tous les réseaux, tout ce qui existe sur le marché en termes de Spotify, de YouTube et compagnie. Toutes ces plateformes-là diffusent également cette émission des livres plein les oreilles. Alors, vous pouvez l'écouter quand bon vous semblera et quand ça vous semblera bon. Oh! Mais alors là, vraiment... Oh, attends, faudrait que je le note. Oh, merci. Merci, mon petit Mathieu. J'espère que tu l'as enregistré. Alors aujourd'hui, en première partie, un spécial Leila Slimani, parce que je l'ai entendu récemment lors d'une émission littéraire, La Grande Librairie pour ne pas la nommer, sur les réseaux français. Et oui, je me suis dit, pourquoi ce podcast ne serait-il pas une bonne occasion de faire un peu mieux connaissance parfois avec une autrice ou un auteur en présentant un ou plusieurs de ses livres et quelques extraits d'entrevues glanés à droite et à gauche, notamment dans le cadre de cette émission La Grande Librairie ou encore sur Babelio, ou encore ici à Radio-Canada, ici première. Alors cette semaine, Leila Slimani et des extraits des livres suivants, Chanson douce dans le jardin de l'ogre, car ça c'est peut-être le moins connu, et puis la trilogie sur son pays d'origine, Le pays des autres. En seconde partie, nous aurons avec nous l'ami Gérald Cousineau pour parler du prix Femina 2025 et on l'a appris aujourd'hui même, on enregistre l'émission 2 semaines avant, je vous le rappelle, qui vient de recevoir le prix Goncourt des lycéens aussi. Alors, ça donne bien. Pour la nuit au cœur de Natacha Apana et puis on finira ça avec 2 nouveautés. Qui est Leila Slimani? C'est une journaliste et écrivaine franco-marocaine. Et c'est une Parisienne d'adoption, donc c'est quelqu'un qui a quitté son pays et qui a touché à tout durant ses études. Mais à tout, je dirais à tout. C'est-à-dire la politique, l'art dramatique, les hautes études de commerce. Et un jour, elle a pris la plume dans un atelier et c'est là qu'elle est restée, c'est là qu'elle s'est accrochée et les pieds et les mains. En 2008, elle est devenue reporter pour un magazine spécialisé sur l'Afrique du Nord. Ses origines donc, et puis elle s'est essayée au livre où elle a été refusée par tous les éditeurs au début avec ce titre notamment Dans le jardin de l'ogre qui finalement a été publié par Gallimard en 2014. Le sujet l'addiction sexuelle féminine est la grande question, un sujet sur le désir sexuel féminin élaboré par une femme d'origine marocaine. Comment s'est passé ça dans son pays ? Il a été très bien accueilli, je crois pour 2 raisons. D'abord parce que les gens étaient fiers d'une certaine façon d'une jeune femme qui vient s'installer en France et qui réussit en France. Donc les Marocains étaient sans doute fiers de ça. Et aussi, je crois que si le sujet n'a pas posé problème, c'est parce que le personnage était française et qu'elle était occidentale et qu'elle souffrait d'une maladie occidentale. Je pense qu'en revanche, si elle avait été musulmane, ça aurait été beaucoup plus problématique. Est-ce que vous aviez hésité à l'époque à faire de ce personnage principal une femme musulmane ? J'avais hésité et si je ne l'ai pas fait, c'est pas parce que j'ai eu peur ou pour ce genre de raisons, c'est parce que je me suis dit que finalement la question de la religion et même les questions sociologiques prendraient le pas sur la description de mon personnage, sur le plaisir que j'aurais à décrire son âme, sa solitude et que finalement j'aurais tellement de choses à expliquer sur la religion que ça étoufferait mon personnage et mon histoire. Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été sage. En 4 jours, elle a couru 32 kilomètres. Elle est allée de Pigalle aux Champs-Élysées, du musée d'Orsay à Bercy. Elle a couru le matin sur les quais déserts. La nuit,
sur le boulevard Rochechouart et la place de Clichy. Elle n'a pas bu d'alcool et elle s'est couchée tôt. Mais cette nuit, elle en a rêvé et n'a pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Elle se lève, boit un café très fort dans la maison endormie. Debout dans la cuisine, elle se balance d'un pied sur l'autre. Elle fume une cigarette. Sous la douche, elle a envie de se griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur. Elle veut qu'on la saisisse, qu'on lui brise le crâne contre la vitre. Dès qu'elle ferme les yeux, elle entend les bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui halète, une femme qui jouit. Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde. Elle veut être une poupée dans le jardin d'un ogre. Elle ne réveille personne. Elle s'habille dans le noir et ne dit pas au revoir. Elle est trop nerveuse pour sourire à qui que ce soit, pour entamer une conversation matinale. Adèle sort de chez elle et marche dans les rues vides. Elle descend les escaliers du métro Jules Geoffrin, la tête basse, nauséeuse. Sur le quai, une souris court sur le bout de sa botte et la fait sursauter. Dans la rame, Adèle regarde autour d'elle. Un homme dans un costume bon marché l'observe. Il a des chaussures pointues mal cirées et des mains poilues. Il est laid. Il pourrait faire l'affaire. C'était la voix de Florence Loiret-Caillé lisant un extrait c'était un extrait du livre Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. Très court extrait donc que j'avais à vous proposer pour vous amener au deuxième titre qu'elle a écrit et qui a reçu un succès phénoménal puisqu'elle a reçu le Goncourt. On parle de Chansons douces. C'est lu en audio par Clotilde Courreau. L'histoire, c'est une famille bobo, assez jeune, bien friquée, du style on n'a pas le temps pour s'occuper des mômes, on va engager une nounou, et la nounou se prend une véritable passion pour ces enfants-là. Elle est très très attachée à ces enfants-là et à cette famille, et ça va aller jusqu'au drame. Alors faire de l'histoire d'une nounou un prix Goncourt, il fallait autre chose. Voilà ce qu'elle en dit, Leila Slimani. C'est précisément parce que l'histoire est banale qu'il fallait commencer comme ça. C'est-à-dire que le gros problème de ce livre, c'était la forme. L'histoire en elle-même, elle est par définition très répétitive. Il faut raconter l'histoire d'une nounou qui arrive le matin, qui s'occupe des enfants. Puis en plus, s'occuper des petits-enfants, c'est ce qu'il y a de plus répétitif au monde. Vous changez des couches, vous donnez à manger, vous faites faire la sieste. Enfin, ça n'a aucun intérêt sur le plan narratif. Donc il fallait commencer comme ça. D'abord pour que sur le plan de la forme, ce soit intéressant. Et puis surtout, pour que le spectateur soit un acteur du livre. C'est-à-dire que le spectateur en sait plus que les parents. Le lecteur, il a de ce fait-là un regard aigu sur tout. Il regarde les moments où les parents sont aveugles, il regarde tous les moments aussi où ça dérape, où la nounou commence à devenir un peu folle, et donc il est constamment affolé par ce drame qui se prépare. Il attend toujours le moment où ça va arriver. Elle regarde l'ambulance, les yeux gonflés de larmes. Elles pleurent et elles veulent savoir. Elles se mettent sur la pointe des pieds, essaient de distinguer ce qui se passe derrière le cordon de police, à l'intérieur de l'ambulance qui démarre toute sirène hurlante. Elles se murmurent des informations à l'oreille. Déjà, la rumeur court. Il est arrivé malheur aux enfants. C'est un bel immeuble de la rue d'Hauteville, dans le 10e arrondissement. Un immeuble où les voisins s'adressent, sans se connaître, des bonjours chaleureux. L'appartement des Massé se trouve au 5e étage. C'est le plus petit appartement de la résidence. Paul et Myriam ont fait monter une cloison au milieu du salon à la naissance de leur second enfant. Ils dorment dans une pièce exiguë, entre la cuisine et la fenêtre qui donne sur la rue. Myriam aime les meubles chinés et les tapis berbères. Au mur, elle a accroché des estampes japonaises. Aujourd'hui, elle est rentrée plus tôt. Elle a écourté une réunion et reporté à demain l'étude d'un dossier. Assise sur le strapontin, dans la rame de la ligne 7, elle se disait qu'elle ferait une surprise aux enfants.
En arrivant, elle s'est arrêtée à la boulangerie. Elle a acheté une baguette, un dessert pour les petits et un cake à l'orange pour la nounou. C'est son favori. Elle pensait les emmener au manège. Ils iraient ensemble faire les courses pour le dîner. Mila réclamerait un jouet, Adam sucerait un quignon de pain dans sa poussette. Adam est mort. Mila va succomber. Ouf, extrait de Chanson douce de Leila Slimani, lu par Clotilde Courreau. Et puis arrive le volume 1 d'une trilogie sur l'exil qui sera d'ailleurs le fil conducteur d'une famille sur 3 générations. C'est Le pays des autres. Et ça commence avec Mathilde. À ce sujet, Leila Slimani raconte. L'histoire de la famille Belhaj, qui est au centre du pays des autres, c'est une histoire qui commence avec un exil. L'exil de Mathilde, qui quitte son Alsace natale à la fin des années 40 pour épouser Amine le Marocain. Et cet exil, finalement, va se perpétuer puisque ces petites filles vont quitter elles aussi leur pays pour aller étudier en France. Et le personnage de Mia sait que cet exil est un exil sans retour, qu'elle ne pourra pas revenir dans le pays dans lequel elle est née. Donc c'est évidemment une trilogie qui interroge le départ. La première fois que Mathilde visita la ferme, elle pensa « c'est trop loin ». Un tel isolement l'inquiétait. À l'époque, en 1947, ils ne possédaient pas de voiture. Et ils avaient parcouru les 25 kilomètres qui les séparaient de Meknès sur une vieille trotteuse, conduite par un gitan. Amine ne prêtait pas attention à l'inconfort du banc en bois, ni à la poussière qui faisait tousser sa femme. Il n'avait d'yeux que pour le paysage. Il se montrait impatient d'arriver sur les terres que son père lui avait confiées. En 1935, après des années de labeur comme traducteur dans l'armée coloniale, Kadour Belhaj avait acheté ses hectares de terre couvertes de rocailles. Il avait raconté à son fils son espoir d'en faire une exploitation florissante qui pourrait nourrir des générations d'enfants Belhaj. Amine se souvenait du regard de son père, de sa voix qui ne tremblait pas quand il exposait ses projets pour la ferme. Des arpents de vignes, lui avait-il expliqué, et des hectares entiers dévolus aux céréales. Sur la partie la plus ensoleillée de la colline, il faudrait construire une maison entourée d'arbres fruitiers et de quelques allées d'amandiers. Kadour était fier que cette terre soit à lui. Notre terre. Il prononçait ces mots non pas à la manière des nationalistes ou des colons, au nom de principes moraux ou d'un idéal, mais comme un propriétaire heureux de son bon droit. Le vieux Belhaj voulait être enterré ici, et qu'y soient enterrés ses enfants, que cette terre le nourrisse et qu'elle abrite sa dernière demeure. Mais il mourut en 1939, alors que son fils s'était engagé dans le régiment des Spahis et portait fièrement le burnous et le sarwel. Avant de partir sur le front, Amine, fils aîné et désormais chef de famille, loua le domaine à un Français originaire d'Algérie. Quand Mathilde demanda de quoi était mort ce beau-père qu'elle n'avait pas connu, Amine toucha son estomac et hocha la tête en silence. Plus tard, Mathilde apprit ce qui était arrivé. Kadour Belhaj souffrait depuis son retour de Verdun de maux de ventre chroniques et aucun guérisseur marocain ou européen n'était parvenu à le soulager. Lui qui se vantait d'être un homme de raison, fier de son éducation et de son talent pour les langues étrangères, s'était traîné honteux et désespéré dans le sous-sol qu'occupait une chouafa. La sorcière avait tenté de le convaincre qu'il était envoûté, qu'on lui en voulait, et que cette douleur était le fait d'un ennemi redoutable. Elle lui avait tendu une feuille de papier pliée en 4 qui contenait une poudre jaune safran. Le soir même, il avait bu le remède dilué dans de l'eau, et il était mort en quelques heures dans des souffrances atroces. La famille n'aimait pas en parler. On avait honte de la naïveté du père et des circonstances de son décès, car le vénérable officier s'était vidé dans le patio de la maison, sa djellaba blanche trempée de merde. Voilà, extrait de Le pays des autres, volume 1,
Matin, lu par Zineb Triki. C'est écrit par Leila Slimani, à qui je rends un hommage dans cette première partie de l'émission des livres plein les oreilles. Le volume 2 s'appelle « Regardez-nous danser ». On va retrouver le personnage de Mathilde dans la ferme, qui est devenue un immense domaine très prospère, où la modernité fait son nid ou a envie de faire son nid comme dans les jardins des autres. S'il y avait un mot pour résumer ce tome 2, mais aussi l'ensemble de la trilogie, quel serait-il? On va demander à Leila Slimani. Identité. Je crois que j'ai commencé l'écriture de cette trilogie parce que j'étais incapable de répondre à la question « Qui êtes-vous » J'étais incapable de répondre à « D'où venez-vous ? Quelle est votre maison ? Quel est votre pays ?» Et j'ai eu l'impression que pour pouvoir y répondre, il allait falloir que j'écrive et que j'écrive longtemps et que j'écrive beaucoup, parce que c'est une question extrêmement complexe, traitée aujourd'hui avec beaucoup de simplisme à mon avis, et qu'on a besoin de revenir à l'individu, de revenir au temps long, de revenir à l'histoire pour comprendre qui on est, d'autant plus quand, comme moi, on est divisé entre plusieurs récits, plusieurs pays, plusieurs manières de voir le monde. Et au terme de cette trilogie, au terme de ces presque 1200 pages, j'ai l'impression d'enfin pouvoir avoir un rapport plus apaisé à mon identité. Et j'espère aussi que tous ceux qui sont dans la même situation que moi, une situation de division, trouveront peut-être des réponses à cette difficile et douloureuse parfois question de l'identité. La main d'un géant pénétrait la terre noire et libérait une odeur de mousse et d'humus. Elle arrachait tout sur son passage et, au fil des heures, se forma un haut monticule de terre et de roches sur lequel gisaient des arbustes sans vie et des fleurs décapitées. Cette main de fer, c'était celle d'Amine. C'est ce que pensa Mathilde pendant cette matinée qu'elle passa, immobile, derrière la fenêtre du salon. Elle s'étonna que son mari n'ait pas souhaité assister à ce spectacle et voir tomber, un à un, les plantes et les arbres. Il avait affirmé que le trou ne pouvait être que là, qu'il faudrait creuser au pied de la maison, sur la partie la plus ensoleillée du terrain. Oui, là où se trouvait le lilas, là où autrefois avait poussé le citrange. Il avait d'abord dit non. Non parce qu'il n'en avait pas les moyens. Parce que l'eau était un bien rare et précieux dont on ne pouvait user pour son loisir. Il avait dit non en hurlant, parce qu'il haïssait l'idée d'afficher ce spectacle indécent devant les paysans misérables. Que penserait-on de l'éducation qu'il donnait à son fils, de la façon dont il se comportait avec sa femme quand on la verrait, à moitié nue, nager dans une piscine? Il ne vaudrait pas mieux alors que les anciens colons ou ces bourgeois aux mœurs décadentes qui pullulaient dans le pays et affichaient sans pudeur leur éclatante réussite. Mais Mathilde ne renonça pas. Elle balaya ses refus. Année après année, elle revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le chergui et que la chaleur écrasante lui portait sur les nerfs, elle lançait cette idée de piscine qui révulsait son époux. Elle pensait qu'il ne pouvait pas comprendre, lui qui ne savait pas nager et avait peur de l'eau. Elle se fit douce, roucoulante, elle le supplia. Il n'y avait pas de honte à afficher leur réussite. Ils ne faisaient aucun mal. Ils avaient bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années à la guerre, puis à l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine. Elle la voulait en compensation de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue. Ils avaient plus de 40 ans maintenant et rien à prouver à personne. Tous les fermiers des alentours, enfin ceux qui vivaient de façon moderne, possédaient une piscine. Est-ce qu'ils préféraient qu'elle aille s'exhiber au bassin municipal? Elle le flatta. Elle vanta ses succès dans la recherche sur les variétés d'oliviers et les exportations d'agrumes. Elle crut le faire plier en se tenant là, devant lui, ses joues roses et brûlantes, ses cheveux collés sur les tempes par la transpiration, ses mollets couverts de varices. Elle lui rappela que tout ce qu'ils avaient gagné, ils le devaient à leur travail, à leur acharnement. Et il la corrigea. « C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui décide comment on dispose de cet argent. » Lorsqu'il dit cela, Mathilde ne pleura pas et ne se mit pas en colère. Elle sourit intérieurement, pensant à tout ce qu'elle faisait pour lui, pour la ferme, pour les ouvriers qu'elle soignait. Autant passé à élever leurs enfants, à les accompagner aux cours de danse et de musique, à surveiller leurs devoirs. Depuis quelques années,
Amine lui avait confié la comptabilité de la ferme. Elle établissait les factures, payait les salaires et les fournisseurs. Et parfois, oui, parfois il lui arrivait de falsifier les comptes. Elle modifiait une ligne, inventait un ouvrier supplémentaire ou une commande qui n'avait jamais eu lieu. Et dans un tiroir dont elle était la seule à posséder la clé, elle cachait des liasses de billets qu'elle roulait avec un élastique beige. Elle le faisait depuis si longtemps qu'elle n'éprouvait plus de honte et même plus de peur à l'idée d'être découverte. La somme grossissait et elle estimait que c'était une retenue bien méritée, une taxe qu'elle prélevait pour compenser ses humiliations et pour se venger. Pas par hasard si j'avais décidé de consacrer cette première demi-heure à Leila Slimani. Vous avez sûrement entendu, c'est quelqu'un qui s'exprime bien quand elle parle d'elle, de son pays d'origine et de son pays d'adoption, et ses livres sur le plan littéraire, c'est un régal à lire. Je vous encourage aussi à lire le tome 3 de cette trilogie, Le pays des autres, lu également par la voix qu'on vient d'entendre, celle de Suliane Brahim. Celui-ci s'appelle J'emporterai le feu. On est avec les enfants de la 3e génération de la famille Belhaj. Mia et Inès sont nés dans les années 80 et comme leur grand-mère Mathilde, leur mère Aïcha ou leur tante Selma, elles cherchent à être libres chacune à sa façon dans l'exil ou dans la solitude. Il leur faudra se faire une place, apprendre de nouveaux codes, affronter les préjugés et le racisme même parfois. Et au-delà de tous ces sujets traités dans la trilogie Le pays des autres, le désir de laisser des empreintes de ces exils successifs est très fort de la part de Leila Slimani. Le moyen d'y parvenir est un point commun aux 3 générations, un acte commun, un mot commun. Écriture. Dans cette trilogie, dans Le pays des autres, il y a plusieurs personnages qui écrivent, plusieurs personnages qui ont un rapport très fort à l'écriture. Il y a le personnage de Mathilde, la grand-mère. Il y a le personnage de Mehdi, qui lui a un rapport beaucoup plus abstrait, beaucoup plus théorique, intellectuel à la littérature, mais que la littérature écrase aussi. Et il rêverait d'écrire, il rêverait d'être un écrivain, mais seulement à la condition d'être un très grand écrivain. Et donc il renonce finalement à cette vocation qui est presque mort-né. Et ça n'est que la 3e génération, le personnage de Mia, qui deviendra l'écrivain, qui deviendra la narratrice de cette histoire. Et je voulais raconter aussi comment l'écriture est une sorte de rêve qui existe aussi parfois dans les familles, comme ça, de manière silencieuse, se transmet de génération en génération, et qu'il faut du temps, qu'il faut de la ténacité, qu'il faut aussi du hasard, une sorte de destin, pour qu'à un moment, ce soit une personne qui reprenne le flambeau et qui accepte d'endosser ce récit familial. Mais donc la trilogie porte aussi cette question-là. Qui finalement raconte l'histoire d'une famille? Qui a le droit de porter la voix de toute une famille et de cette polyphonie justement qui vit à l'intérieur d'une famille? Et là, c'est le personnage de Mia. Je suis restée enfermée. Le monde extérieur a cessé d'exister. Ce n'était pas un sentiment inconnu. Souvent, au cours de l'écriture d'un roman, je m'isole ainsi, chez moi ou dans une maison à la campagne, et je perds la notion du temps. Je n'écrivais pas. Les mots me manquaient. Devant ma page, j'étais comme gelée. J'avais déjà connu des blocages, des manques d'inspiration. J'avais fait l'expérience des crises de rage et de désespoir. Mais cette fois, c'était différent. Les mots tournaient dans ma tête. J'étais capable de les penser, de les choisir, mais je n'arrivais ni à les écrire, ni à les prononcer. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'avais une idée pour mon roman. J'ai attrapé une feuille blanche et un stylo sur ma table de chevet et griffonné des idées pour une scène. Mehdi en prison et une tablette de chocolat. Le lendemain matin, au réveil, j'ai cherché mes notes. La feuille était posée au pied de mon lit. Je l'ai regardée. Ce que j'avais écrit n'avait aucun sens. Ce n'était que des traits et des barres qui ne formaient même pas des lettres. Je me suis mise à rire. J'étais en train de devenir folle. En mars 2022, je me suis décidée à appeler un médecin. Puis j'ai réussi à prendre un rendez-vous sur Internet avec un généraliste de mon quartier. J'ai monté les marches et poussé la porte qui était entr'ouverte. Dans la salle d'attente, 3 personnes étaient assises, le visage couvert par un masque.
Je me suis installée contre le mur, à droite des toilettes. En face de moi, une femme avec de très beaux yeux fixait une affiche sur les dangers du tabac. J'avais envie de baisser son masque, de voir à quoi elle ressemblait. À force de les observer, je me suis rendu compte que les gens sont toujours plus laids qu'on ne l'imagine. Il ne faut pas se fier à la beauté des yeux. « Mia Daoud ?» Un homme très grand s'est avancé dans le couloir. Il m'a fait signe de le suivre et j'ai observé, avec angoisse, son dos massif, sa blouse un peu grisâtre. Ma mère n'aurait jamais porté une blouse comme ça, à la poche déchirée. Il m'a invité à m'asseoir, s'est installé derrière son bureau. Il ne m'a jeté que des regards furtifs et je me suis imaginé que quelque chose en moi le dérangeait. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» J'ai essayé de lui expliquer. J'ai répété le mot « fatigue ». Je lui ai parlé de mes crises de larmes au supermarché et du jour où je n'avais pas réussi à me souvenir du code de mon immeuble. Mais ça n'a pas eu l'air de l'inquiéter. C'était le genre de personne qui pense que les artistes sont tous un peu cinglés. « Vous êtes déprimé ?» Je n'allais pas le contredire. J'étais déprimée, oui, mais pas au point de perdre la mémoire et le sens de l'orientation. Il m'a conseillé de prendre rendez-vous avec un psychologue qu'il connaissait. Il est rapide et efficace, il fait des miracles. Le psychologue consultait à distance et un lundi matin, j'ai vu apparaître son visage sur l'écran de mon téléphone. Plusieurs fois, dans les heures qui ont précédé la consultation, j'ai pensé à annuler. Mais à présent, j'étais là, allongée sur mon lit, et je fixais le visage d'un inconnu sur un écran. J'avais longuement réfléchi à ce que j'allais lui dire, mais finalement j'ai peu parlé. J'ai évoqué mon roman, mes difficultés à écrire, les souvenirs qui me fuyaient, la mort de mon père, et il s'est mis à hocher la tête. Nous devions absolument entamer un travail. Il semblait catégorique. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. Il fallait payer d'avance, 140 €. J'ai fait le virement, mais je ne me suis plus jamais connectée. J'ai bloqué son numéro. Qui n'a pas rêvé de flusher son psychologue, que ce soit pour vrai ou via une vidéo. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission, plutôt le podcast, comme on dirait maintenant, des livres plein les oreilles, consacré en cette première demi-heure intégralement à Leila Slimani, dont j'aime tant la plume. Pendant la seconde partie, on va avoir l'occasion d'avoir avec nous Gérald Cousineau, qui a lu pour nous un livre qui vient de recevoir un prix prestigieux aujourd'hui même. Alors c'est le fun, il va nous en parler. La nuit au cœur de Natacha Apana. Et on finira avec quelques nouveautés. Restez là. Vous êtes resté là? Bon, c'est bien, vous avez bien fait. Nous allons rejoindre tout de suite Monsieur Cousineau. Est-ce que Monsieur Cousineau est là? Oui, j'entends son rire. Oui, madame. Comment allez-vous, cher Gérald? Bien, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va bien. On n'y arrivera jamais, mais ça, c'est pas grave. Alors, un livre dont on parle beaucoup depuis qu'il est sorti, un livre très primé. Tu nous racontes tout ça, cher Gérald? Un livre d'abord très beau livre, mon avis, justement primé, donc prix Femina d'abord, au deuxième tour, prix Femina au deuxième tour, et le Goncourt des lycéens. Il y a beaucoup de lycéens en France, donc de bons prix quand même. Alors, cette dame, Natacha Apana, c'est une journaliste et romancière née à l'île Maurice en 1973. Elle aurait donc 52 ans à peu près. Mais elle vit en France. Elle vit à Paris, enfin en France. Okay. Elle a quand même plusieurs livres et on a la chance d'avoir tous ces livres ou presque en format audio. Moi, j'en ai écouté 6 jusqu'à présent. Ah oui. Donc, on peut la trouver facilement en format audio. Tant mieux, parce que moi, je l'aime beaucoup. Donc, ce livre-là, oh là là, c'est très beau, mais en même temps, c'est comme un coup de massue. Ce livre, donc, de Natacha Apana. Vous me rappelez le titre? J'ai un trou de mémoire. Oui, bien sûr. Moi aussi, mon ami, mais La nuit au cœur. Oh mon Dieu. Non, mais ça prouve notre âge certain. Oui, c'est vrai. Oui, et d'ailleurs, le titre est assez juste quand on connaîtra l'histoire. Donc, il y a comme un élément déclencheur dans ce livre, c'est que en 2021, au printemps 2021, elle entend parler d'une femme tuée dans une commune tout près de Bordeaux. Or,
Natacha Apana habite Bordeaux à ce moment-là. Bon, alors ça lui rappelle 2 souvenirs. D'abord, elle-même a été victime d'un compagnon dans les années 90, alors qu'elle habitait encore l'île Maurice. Et en 2000, une cousine de son père, qui se prénommait Emma, a été tuée par son mari. Donc, toujours à l'île Maurice. Oui. Alors, tout ça remonte à sa mémoire et peu à peu, ça va faire une histoire, ça va devenir un livre. Donc, elle-même, à 17 ans, je souligne, à 17 ans, elle reçoit un prix littéraire et c'est alors qu'elle rencontre un journaliste poète qui a 30 ans de plus qu'elle. Bon. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on écoute l'extrait parce qu'on va entendre une espèce de la jeunesse d'un des 3 hommes dont il est question dans le livre. Oui, c'est gentil de le préciser parce que quand j'ai entendu l'extrait, moi qui n'ai pas encore pu lire le livre, mais voilà. ça va venir, je me disais, oh, comment c'est pas très bon. C'est bien. Je vous remercie. On écoute l'extrait de ce livre dont nous parlons tout de suite, La nuit au cœur, avec Gérald Cousineau. De Natacha Apana. MB est le benjamin d'une fratrie nombreuse et cette position le place sous la protection et l'indulgence de tous ses aînés. On lui a raconté qu'il était un très bel enfant. Ses cheveux étaient longs et soyeux, son visage pareil à celui d'un chérubin. Il suscitait l'envie et la jalousie de ses petits camarades. MB adore sa mère, une femme courage qui le gâte et l'incite à être sérieux à l'école, à bien obéir, à entreprendre de longues études. Elle lui confie combien elle était douée, elle, à l'école. Mais que faire, elle n'est pas née à la bonne époque, ni dans le bon pays. Elle respecte et subit les traditions patriarcales. Le mariage arrangé, l'arrêt net de sa scolarisation, la naissance de 8 enfants à un rythme régulier, la soumission à un mari autoritaire, parfois violent et souvent alcoolisé. Malgré tout l'amour et le respect qu'il porte à sa mère, MB n'écoute pas ses conseils et abandonne l'école à 14 ans. Peut-être qu'il veut se dégager du joug familial, être indépendant, faire comme ses frères aînés qui travaillent déjà. Près de la plage et du port de sa commune natale, il commence à vendre des cacahuètes, des cigarettes et parfois des sardines à l'embarcadère. Voilà pour celui qu'elle appelle par les initiales seulement, MB. D'ailleurs, dans le récit, Natacha Apana ne nomme jamais les 3 hommes dont il est question. Okay. Elle les appelle, il y a les initiales, donc c'est un peu mêlant quand on écoute le livre. Il y a HC, il y a MB, le 3e dont j'oublie les initiales, donc elle ne les nomme pas. Donc elle va unir le destin de 3 femmes. Or, de ces 3 femmes, c'est elle qui a survécu. Elle le dit, la seule qui a survécu, c'est moi. Donc, c'est Natacha Apana qui, elle, a survécu à un compagnon violent. Mais quand tout commence, quand ces 3 histoires-là commencent, bien sûr, le compagnon est aimant, tendre, etc. Mais plus les années passent, plus l'engrenage, plus l'emprise se fait sur ces 3 femmes-là. Et à un moment donné, bon, malheureusement, ça éclate. Donc, c'est un roman extrêmement bien fouillé, parce qu'il y a un côté journaliste chez Natacha, je l'ai dit, elle va se livrer à une enquête minutieuse autour d'Emma, par exemple, celle qui est morte en 2000 à l'île Maurice. Elle va rencontrer sa mère, elle va rencontrer, concernant la femme, l'immigrante marocaine, Shahinez Daoud, tuée dans une commune près de Bordeaux, elle va rencontrer ses parents. Donc, elle se livre vraiment à une enquête minutieuse, et là, elle nous redonne ça quasiment jour après jour. C'est incroyable. On a l'impression qu'elle les a connus, qu'elle les a fréquentés, alors que pas du tout. Mais c'est vraiment très bien fait. Alors, il faut aussi porter attention quand on écoute le livre, parce qu'elle entrelace les 3 histoires et souvent, elle revient à son histoire à elle, parce qu'elle, encore une fois, elle s'en est sortie. Après 6 ans de vie commune avec son journaliste poète, elle a décidé que c'était assez, parce qu'un jour, elle a failli, elle croyait sa dernière heure venue. Alors là, elle a compris, elle a fui, elle est retournée dans sa famille. Malheureusement, Shahinez et Emma, elles, n'ont pas eu cette chance. Elles sont mortes. Et ce qui fait que ce livre-là est à la fois, je dirais, beau, comme l'a dit d'ailleurs un critique, c'est beau, tragique et souvent insoutenable. Il faut bien le dire, il y a des passages très durs, mais j'ajouterais
essentiel parce que, bien sûr, c'est une dénonciation de la violence masculine, de la violence conjugale, mais en même temps, les hommes qui apparaissent dans ce livre ne sont pas, et le dit elle-même, ne sont pas entièrement mauvais. Mais, j'ai envie de dire, ils le deviennent, malheureusement. Et dans le cas de Natacha, elle est complètement asservie à ce journaliste poète. Au début, ça va très bien, mais après quelques années, là, mon Dieu, elle est vraiment asservie à cet homme. Et cet engrenage-là qui est incroyable, moi, je me dis, mais comment ça se fait que les femmes ne sont pas sorties? Ben non, ils étaient asservis, carrément, comme des esclaves, ni plus ni moins. Or, elle dit qu'elle ne pouvait plus respirer hors de lui en son absence. C'était vraiment c'était vraiment l'emprise totale. Et ça nous paraît incroyable. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, il y a encore plusieurs femmes qui sont tuées par leur conjoint. Absolument. Au moment où on se parle, c'est fou que vous disiez ça parce que j'y pensais. Au moment où on se parle, là, il y a... Et c'est sûr que, alléluia, moi je ne l'ai pas vécu, non. En tout cas, pas la violence conjugale, mais on n'arrive pas à s'imaginer qu'on puisse rester. Mais voyons, alors que ça n'a rien à voir ni avec l'intelligence, ni avec la raison, ni avec quoi que ce soit. Si ces femmes-là restent, c'est parce qu'elles sont emprisonnées et que ces types-là leur mettent des espèces de barreaux invisibles, certes, mais ce sont des barreaux tout de même. Oui, elle parle entre autres un des 3 hommes qui un jour va être condamné à 18 mois de prison. Il ne les fera pas au complet. Il va revenir et il va continuer à harceler sa femme alors qu'il n'a pas le droit de le faire. On se dit, mais comment ça se fait aujourd'hui, quand même, au 21e siècle, un homme peut se permettre ça? Et encore une fois, je l'ai dit, les hommes ne sont pas entièrement mauvais au départ. C'est pas une lutte contre tous les hommes, pas du tout. Mais malheureusement, elle raconte trois histoires, dont la sienne. Et là, malheureusement, ça a mal tourné, sauf qu'elle, encore une fois, a survécu. C'est un livre qu'il faut lire, à mon avis, c'est vraiment essentiel. Et l'écriture, Et l'écriture. Oui, très bien. Et il n'y a pas de fioriture, encore une fois. J'écoutais l'écrivaine dans une entrevue avec France Culture, et c'est drôle parce qu'elle a une voix toute douce. Mais c'est elle qui lit, Vous savez, la voix que vous avez entendue tantôt. C'est ça. C'est elle, c'est sa voix. Très calmement, vraiment, c'est pas une charge à fond de train contre les hommes, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'elle vit en couple actuellement, mais c'est étonnant de l'entendre lire, mais elle est intelligente, cette femme. Oh là là, elle s'est structurée son livre, elle décortique les situations de façon incroyable. Alors, chapeau, vraiment, un prix Femina amplement mérité. Et c'est drôle parce qu'elle dit d'ailleurs dans cette entrevue qu'au début de l'existence du prix Femina, les livres gagnants étaient des livres d'hommes. Ça a pris quelques années avant qu'une femme remporte le prix Femina, et on sait que le jury est entièrement féminin. 12 femmes comportent le jury du prix Femina. Vraiment, vraiment, c'est un livre que moi j'ai écouté 3 fois, et chaque fois j'ai été... vraiment... Mais vous n'auriez pas envie de le relire une 4e fois, mais lu par elle? Parce que je sais que souvent, ce sont des voix de synthèse, malheureusement. Bon, on le sait. Moi, je pense que j'avais une voix de synthèse, mais parce que c'est ça le problème avec... moi, j'écoute beaucoup de livres de la médiathèque en France. Ça. Et les livres récents sont presque tous lus par une voix de synthèse. Oui. Bon. Mais non, par elle, je ne renoncerai pas, parce qu'encore une fois, je l'écoute avec beaucoup de plaisir, même si l'histoire qu'elle raconte n'est pas gaie au départ. Mais c'est d'autant plus, ça me fait penser un petit peu à la voix de Kim Thuy, lorsque Kim raconte toutes les horreurs qu'elle a vécues sur les Boat People, et alors qu'elle a cette petite voix vietnamienne, et ça m'a fait penser... Très serein. Et voilà. On qu'elle est très sereine par rapport à ça. Mais c'est l'horreur. Parce que dans l'entrevue, je reviens à l'entrevue qu'elle donne, elle dit qu'en France, encore cette année, je pense, 135 femmes ont été tuées. Est-ce que c'est en 24 ou 25, je ne sais pas, mais 135 quand même. Donc, ça continue, ça n'arrête pas. Je voudrais lire un tout petit bout là, que j'ai trouvé en faisant la recherche sur ce livre dont nous parlons, dont je redonne le titre, La nuit au cœur, de Natacha Apana, qui vient de recevoir le Goncourt des lycéens. Précisons une chose, c'est que le Goncourt des lycéens, il y a un cégep à l'Assomption qui participe à ça. C'est vrai. Alors, donc, ce ne sont pas que les jeunes Français qui ont voté, mais je voudrais saluer le travail énorme de ces jeunes lycéens-là à l'Assomption qui ont fait partie de
de ce jury, voilà, et donc qui ont, grâce à eux aussi, fait que cette madame a reçu le prix dont nous parlons, le concours des lycéens. Le petit bout, ça dit ceci: si je pouvais arracher un morceau du passé, c'est celui que je choisirais. Dans la nuit moite, dans le silence d'une maison ordinaire où jourdit une vie que j'imagine extraordinaire, je profiterai de ce moment de doute qui dure quelques minutes à peine, et à l'oreille de cette adolescente, je murmurerai les malheurs et les chagrins avec la précision d'une Cassandre. Je ferai en sorte que ces minutes de vacillement durent, qu'elles infusent dans tous les rêves et qu'elles débordent au réveil. Je ne m'arrêterai qu'une fois que pressentiment, sensation, sentiment, impression, toutes ces choses impalpables portent un seul nom, la peur. D'ailleurs, elle dit dans le passage concernant son compagnon à elle, dans les années 90, elle écrit à un moment donné « Je pressens la violence de ce qui m'attend ». Parce qu'elle lisait son journaliste poète et elle avait un malaise. Déjà, elle pressentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas là. Quelle écriture. Oui. Merci beaucoup. Et puis, merci de m'avoir fait savoir personnellement qu'il y avait beaucoup de livres qui existaient en audio, du moins... à la médiathèque, j'irai voir sur le plan commercial parce que peut-être que je lui rendrai hommage à Natacha Apana comme je l'ai fait pour Leila Slimani aujourd'hui. Alors Gérald, merci infiniment. Je suis pas déçue une nouvelle fois. Je me doutais que comme beaucoup de gens, vous avez apprécié ce livre magistral parce que je pense qu'on peut en parler comme d'un livre magistral. Et on vous dit à dans 2 semaines. Au plaisir. Salut. Au chapitre des nouveautés, d'abord les heures fragiles de Virginie Grimaldi. C'est sorti chez Gallimard, me semble-t-il, dans la collection Écoutez lire. C'est un livre... Ah non, c'est Audiolib celui-ci, pardon. C'est un livre à 2 voix. La première voix, c'est la mère, Diane, une femme qui voit son couple s'effilocher, s'étioler, se défaire un petit peu, vous savez, comme un pull qu'on détricote quand on tire sur un fil. Et puis, pourtant, Diane, c'est une femme simple, et elle, c'est une femme qui voulait se marier. Elle a eu un mari, elle a eu 2 enfants, elle a eu le métier qui lui plaisait. C'était même déjà plus que ce qu'elle osait espérer, mais un jour, voilà, l'homme en question, le mari, la quitte et son monde vacille. Et elle est tellement absorbée par sa peine qu'elle ne voit pas qu'il y a un drame dans sa propre maison qui se joue ailleurs, de l'autre côté de son couloir, derrière la porte d'en face, qui est la porte de sa fille, qui s'appelle Lou. Et Lou, c'est son premier chagrin d'amour, suite à sa première histoire d'amour. Mais la maman n'est pas là, toute absorbée qu'elle est par sa propre peine et sa propre quiétude. Alors, ensemble, mère et fille vont marcher sur un fil et sous leurs pas, nous dit le résumé, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles qui a donné le titre à ce livre. Livre de Virginie Grimaldi, romancière française, Virginie Grimaldi, qui est considérée comme l'une des plus grandes vendeuses de livres de tous les temps en France. Elle dépasse même parfois, certaines années, Le Petit Prince et compagnie, voyez-vous. Non, c'est vous dire. Et est-ce que c'est à cause de ça, mais... Voilà une femme qui est souvent boudée par la critique parce qu'on considère que c'est une littérature populaire, etc., etc. Et dans le cadre de la grande librairie où je suis contente, elle a été invitée aux côtés de ceux que les critiques de toute façon défendent comme étant l'élite de la littérature française et internationale, eh bien, elle a été invitée. Et il y a Augustin Trapenard de la Grande Librairie, qui est celui qui anime, qui lui a posé la question, qui lui a dit « Mais comment vous réagissez à cela, à ces critiques un peu acerbes qu'on fait à votre écriture, du fait que vous en vendez autant, alors que ce sont finalement des livres légers, etc. » Voilà ce qu'elle a répondu. Ce sera suivi par un extrait du livre « Les heures fragiles », lu par Caroline Anglade et Anne Apter.
En réalité, qu'on n'aime pas ce que j'écris, je le comprends, et tout le monde a le droit de ne pas aimer ce que j'écris, et je le comprends absolument. J'ai même la fâcheuse tendance à être plus d'accord avec les critiques négatives qu'avec les positives, donc vraiment, je suis à l'aise avec ça. Ce qui me dérange, c'est quand on va parfois, les critiques négatives de certaines personnes peuvent être teintées d'un certain mépris pour les lecteurs. J'ai entendu, par exemple, certains journalistes dire que les gens aimaient parce que c'était de mauvaise qualité, ou voilà, et donc associer le populaire à quelque chose de mauvaise qualité, ça, je trouve qu'il y a une sorte de classisme dedans qui me gêne un petit peu. En revanche, qu'on lise le livre et qu'on se dise je n'aime pas, j'ai aucun problème avec ça. C'est vrai que vous dédicacez vos livres à certains critiques avec un petit peu de malice, vous leur dites quoi? Oui, mais ceux, par exemple, les fameux qui ont été assez violents envers mes lecteurs, je me fais un plaisir tous les ans de leur envoyer ma nouvelle œuvre dédicacée pour compléter leur bibliothèque. C'est la première fois que je vais chez un gynécologue. Ma mère m'a toujours dit qu'elle me prendrait rendez-vous le jour où j'en ressentirais le besoin, qu'il n'y avait aucune obligation. C'est la première fois que je lui cache un truc. Une dame appelle mon nom. Sur sa blouse, il y a un badge, Dr Amina Hassan. T'es déjà venue au planning familial? Je secoue la tête. Tu as quel âge, Lou? 16 ans. Elle a l'air plus sympa que celle de l'accueil. Elle a plein de bracelets. Ses mouvements font de la musique. Elle me demande pourquoi je suis là. Je voudrais prendre la pilule. Tu as des rapports? Des rapports? Des rapports sexuels? Ah. Ouais. Elle comprend ma réponse alors que même moi je l'entends pas sortir de ma bouche. Depuis longtemps? De 2 mois et 1 semaine. C'est ton premier petit copain? J'en ai eu un autre avant, mais c'était pas pareil. Juste des bisous. J'étais pas amoureuse. C'est la première fois que je ressens ça. Je pense tout le temps à lui. Tout le temps. En cours d'histoire, j'ai écrit son prénom à la chaîne pendant 1 heure. Hugo, 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 Hugo. Ça a noirci plusieurs pages. On habite le même immeuble, mais pas la même entrée. Il doit sonner à l'interphone pour venir me voir. Le mercredi après-midi, l'unique jour où je suis seule à la maison. Maman et Seb travaillent et Tom est au centre aéré. On est obligé de se cacher, tout ça parce qu'il a 21 ans. J'ai même dû étouffer la joie dans mon ventre la première fois qu'il m'a parlé. C'était un jeudi soir, le 23 mars. Je promenais Aria sur le parking. Je savais qu'il était là, il était rentré depuis quelques jours. Il reste toujours plusieurs semaines chez ses parents quand il revient de mission. Il est militaire. C'est Thierry, le voisin du dessus, qui me l'a dit. Quand j'ai vu sa voiture dans l'allée, j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai envoyé un message à Melra. Il est là. Fais ce qu'on a prévu. J'ai attendu qu'il descende et je me suis laissée tomber par terre. C'était pas difficile, toutes mes forces avaient fui. Aria s'est jetée sur moi et m'a léché la tronche. Ma mère a crié depuis la fenêtre. « Lou, ça va ?» Il a regardé ma mère, puis moi. Elle a continué à me foutre la honte. « T'as mal quelque part? Tu peux bouger ?» Il est venu vers moi, il m'a tendu la main pour m'aider à me relever. La mienne tremblait. « Tu t'es fait mal? » « Non, non, ça va, merci. » Ah, cool. Il a lâché ma main et il est parti vers son entrée. Ma mère s'est matérialisée devant moi. « Tout va bien, Lou? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai juste souri. J'ai pas lavé ma main droite pendant 1 semaine. La gynéco m'explique les différents modes de contraception. Elle insiste sur le fait que les préservatifs protègent des infections, contrairement à la pilule. Je sais, tout ça. Maman me l'a répété 1000 fois. Avec des dessins, des vidéos pédagogiques et des schémas. Hugo fait des tests régulièrement, il n'y a aucun risque. Il me l'a promis. Il supporte pas les préservatifs. Il m'a dit que si je l'aimais vraiment, ce serait génial que je prenne la pilule. Je l'aime encore plus que vraiment. Chapitre 3, Diane.
Cette table est le premier meuble que nous avons acheté en commun. Nous avions arpenté les rayons du magasin, main dans la main, puis jeté notre dévolu sur elle. Pas la plus robuste, pas la plus belle, mais qui présentait l'avantage d'être livrable le jour de notre emménagement. Ce n'était pas une table, c'était notre nouveau départ. Et sous ses 4 pieds en pin, gisait le champ de bataille que nous venions de traverser, en nous séparant de nos conjoints respectifs. J'avais pleuré de bonheur sur le plateau extensible. C'est assis à cette table, ce jour de grand ciel bleu, qu'il dégoupille mon cœur. Diane, je sais plus où j'en suis. Il repose sa tasse, s'essuie la bouche et fixe le mur derrière moi, assez près de mon visage pour observer ma réaction sans affronter mon regard. Lou dort encore. Tom se prépare dans la salle de bain. Le ciel se fracasse sur le plateau extensible. C'est-à-dire, j'ai besoin de prendre du recul. Moi, je trouve ça bien écrit. Les heures fragiles de Virginie Grimaldi, lue par Caroline Anglade et Anna Apter. Voilà la première des 2 nouveautés que j'avais envie de vous proposer. C'est sorti au mois de mai dernier. Une autre qui vient de sortir au mois de novembre et qui est un petit peu l'exception qui confirme la règle dans cette programmation presque exclusivement féminine. L'auteur, c'est Christophe Molmy. Le titre du livre, c'est Brûler tout. Et il vient de recevoir le prix du Quai des Orfèvres 2026. C'est quoi? Est-ce que vous connaissez un petit peu ce prix-là? C'est un prix qui a été créé en 1946 par ce qu'on appelle le Quai des Orfèvres. C'est là où il y a la police, les inspecteurs de police à Paris. Et le Quai des Orfèvres récompense chaque année un roman policier qui est décerné par un jury qui est composé de policiers, de magistrats et de journalistes indépendants. Autrement dit, des gens qui sont dans le métier. D'ailleurs, l'auteur l'est aussi Christophe Molmy parce qu'il est flic lui-même et il est aussi auteur de romans policiers, dont celui-ci, Brûler tout, dont j'ai lu ceci dans les critiques de Babelio. L'année prochaine s'annonce prometteuse pour le polar avec ce livre qui a remporté le prix du Quai des Orfèvres. En voici un extrait. Trois nouvelles silhouettes surgirent, toutes habillées de noir. Elle eut le temps de distinguer un visage dans la lueur faible des lampadaires. Maintenant, elle était sûre. C'est bon, ils sont sortis tous les 4. De Yannick, je confirme. Il monte dans la caisse, ça va partir. C'est reçu? Fort et clair. De Sacha. Tu veux qu'on les tape? Attente. Des semaines de planques, de filatures et d'écoute. Le dénouement était proche. Colline se sentait prête. Elle se redressa sur son siège, un œil sur l'endroit où les voyous avaient garé une Golf GTI volée la veille. Dès qu'il déboîterait, elle la verrait. Mais Yannick avait une vue dégagée sur le véhicule. Il prit la main pour les prévenir du départ. Priorité radio, ça décolle. Colline démarra, feu éteint, à l'écoute. La voix de Yannick, calme et apaisante, détachait toutes les syllabes. Ils sont au bout de la rue. J'enquille tranquillement. Quand la voiture de Sacha la dépassa, elle sut qu'elle pouvait y aller. Attention, ne suivez pas. Il y en a un qui est à l'écoute sur la plage arrière pour mater. De Sacha, c'est bien pris. Décroche, Yannick. On va laisser travailler la balise. Pas besoin de l'échauffer pour rien. Louis, reste sur place et va voir s'ils ont tapé. Avant de se mettre en place, Sacha leur avait rappelé la nécessité que leur cible passe à l'acte. De simples repérages ne suffiraient pas à accrocher l'équipe. Pour un recel de véhicules volés ou une association de malfaiteurs, ils n'encourraient que 5 ans d'emprisonnement, même avec détention d'armes. Dans le meilleur des cas, ils ne feraient que la moitié de leur peine, alors que le groupe les pistait pour un homicide volontaire. Une séquestration qui avait mal tourné. Rien ne se passait jamais comme prévu. Colline s'était levée avec d'autres projets et la ferme intention de prendre quelques jours de repos. Or, ils étaient potentiellement partis pour 96 heures de garde à vue. Clément n'allait pas apprécier. Mais elle n'avait rien promis. Rencontrer ses parents, c'était si tôt. Ils ne se fréquentaient que depuis 6 mois.
boulevard de Courcelles. Elle devinait Sacha une centaine de mètres plus loin. Resta à distance. Au pas. La filature se jouait au ralenti. Elle laissa passer le feu au rouge et pensa à Louis, en train de courir dans l'escalier pour vérifier toutes les portes, guetter un cri ou des pleurs. Tout reposait sur lui. Ils avaient besoin de sa confirmation pour le flagrant délit. Le feu repassa au vert. Sacha avait disparu, mais elle ne bougea pas. Elle écoutait la radio, les muscles tendus. Jusqu'à ce que Yannick leur donne un cap. D'après la balise, nos amis viennent de passer la place des Ternes, direction l'Étoile. En redémarrant, Colline songea aux victimes qu'elle avait auditionnées, et à leur effroi. Une mère réveillée en sursaut, un couteau sur la gorge. Son mari battu à mort devant elle, pour quelques bijoux. Elle avait eu si peur pour ses enfants que, des semaines après l'agression, sa voix en tremblait encore. Celle de Yannick la ramena au terrain. Ils sont sur le rond-point des champs. Colline accéléra légèrement, s'engagea sur l'avenue de Wagram, sans vie à 2 heures du matin. L'Arc de Triomphe se dressait devant elle. Brûlez tout, ne manquez pas ce polar. Si vous aimez le genre, il est de Christophe Molmy. Et voilà, c'était Clotilde Sey qui vous présentait ce balado, des livres plein les oreilles et qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.